Fait qu'on est prêt? Oui. Peut-être enlever ça, c'est un peu trop buzzé. C'est trop buzzé. Ça fait ça. Nicolas, il est trop buzzé, là. Ça fait des settings. Es-tu buzzé, Nicolas? As-tu dormi? T'es-tu encore Moi, buzzé? j'ai bien dormi. J'ai bien dormi. Ça fait une semaine qu'il est buzzé. C'est la grosse MDMA. Yes. Ah, j'ai slacké là-dessus. Moi, je l'ai fait à ma fête, puis tu sais, ça va. Ah, moi, c'était Bon, au moins on est une fois prêts, par mois. les gars. Fait qu'on pourrait être live dans 3, 2, 1. C'est ce qu'on a. Fait que techniquement, on est live. J'envoie la pub. L'équipe derrière le festival Saint-Ambroise Fringe de Montréal présente Ceci n'est pas un Fringe. Ce festival d'art en distanciation sociale et en ligne aura lieu du 11 au 21 juin prochain. Pour plus d'informations sur la programmation, veuillez visiter le montrealfringe.ca et suivez-nous sur les réseaux sociaux. Get into the fringe and out of the fringe. Get into the fringe and out of the fringe. Get into the fringe. Vous saviez que Choc.ca, ce n'est pas que du podcast? C'est aussi 5 chaînes musicales, 24 heures sur 24, pour vous accompagner partout. Rock, indie pop, hip-hop, musique francophone et musique électronique en écoute gratuite et à volonté. Pour les découvrir, rendez-vous sur le site de Choc.ca sur l'onglet chaîne musicale. Vous écoutez une émission de Choc.ca. Wouhou! J'envoie la purée. On vous le rappelle, on devait passer 2 semaines en confinement. Nous sommes à 2 ans. 4 mois et demi. Ça fait combien de Ça temps? fait-tu Ça a 4 fois et commencé, demi? ça a commencé à mi-mars. Fait que ça fait, mettons, Mi-mars, mai. ouais. 23, mois, ça 3. Ça 3 mois. Mois. Écoute, ça a apparu comme 4,5. Donc, le temps passe 1,5 fois moins vite. C'est l'été aujourd'hui. Pardon? C'est l'été. aujourd'hui l'été. L'été est arrivé, comme dirait Mario. C'est le 20, ça? Cette année, c'est le 20, oui. OK, là. La journée la plus longue. La journée la plus longue aussi? C'est ça l'été. Ben, c'est toi qui dois faire la présentation. Je ne fais rien en été. Ça donne envie d'enlever son maillot, hein? C'est le solstice, Julien. Faudrait que tu ailles sur la page de Hippolyte Calice. Eh bien, attends. Je vais revenir, continuer. Si l'été est arrivé, j'ai une idée. Là. Je me demande, c'est quoi ton idée? Alors, voilà, décidez quand même. Mais on garde le moral. On garde toujours le moral. On s'entend que le confinement n'est plus tout à fait ce qu'il était il y a 2-3 mois quand même. Alors, on continue, qu'importe vos positions là-dessus. Les gens sortent. Fait que on va peut-être profiter un petit peu de l'été malgré tout. Et je suis très content parce que j'ai avec moi un superbe panel et Nicolas. J'ai avec moi donc Maxime. Comment il va? Ça va super bien. Je me suis levé un matin, j'ai fait des crêpes pour moi et ma copine. Là. C'était délicieux, des petits fruits, du sirop, un peu de yogourt. Là. Vraiment, là, c'est une nasty de journée qui a commencé en fou. Là. Wow. C'est tout. Ben, C'est oui. Non, quand même. Moi, je me suis levé trop tard. Fait que j'ai déjeuné avec une barre de tente, finalement. Ah. Je vais me faire des œufs puis j'ai mangé une barre de tente. C'est-tu un code, ça, ta petite bâtonne? Puis on a avec nous aussi Nicolas. Moi, j'ai pris une banane ce matin. J'hésitais à quoi répondre. La banane et de l'ananas. De la banane. La banane. Mais je me demande qu'est-ce que Marianne a mangé. Marianne a mangé un smoothie. Oh, la chanceuse, ça t'en avait pas fait? À faire, pardon? Oh, ça me tente pas tout le temps, les smoothies. C'est... Est-ce que ça se bon. mange, un smoothie, ou ça se boit? Moi, je me semble que je le bois. La consistance que Marianne fait, ça se mange. Oh! Ouais, non, mais j'ai eu cette discussion en fait avec Rachel l'autre jour parce que j'ai l'impression que c'est quand même. Je comprends, on le boit, mais c'est comme c'est des aliments à boire. Non, c'est ça, elle le mange. C'est ça, c'est un peu comme. Elle le mange comme ça, là. Pas comme ça. Est-ce que Marianne nous fera faire un petit caméo dans l'épisode, peut-être? Non, elle est partie. Elle m'a quitté finalement. Elle a quitté, elle a fait « Hey, moi, je veux pas. » Ça y est, c'est parti.
Allais dire quelque chose, Maxime, sur les smoothies? Ben, je m'en allais dire que si on mange une soupe, je vois pas pourquoi on pourrait pas manger un smoothie. Ça, c'est le max avec lequel je tombe en amour. Yes, On ah oui. continue avec... On a aussi Mathieu Niquette qui est là. Ah oui, j'avais pas pensé que l'été est arrivé, puis je suis toujours dans en train d'essayer de me réconcilier avec Mario. Fait que je sais pas si les gens s'en sont aperçus, pour ceux qui suivent ce que je fais. Je parle de Mario maintenant dans toutes mes. J'ai été invité à un podcast de Joe Guérin l'autre fois, puis j'ai mentionné Mario. Fait que j'essaie de montrer plus souvent ce dessin-là et faire un maximum de promos. C'est comme ça que je pense que je vais réussir à réparer les pots cassés. Puis aujourd'hui, ben, l'été est arrivé. T'as été rebloqué? Ben oui. Il y a une mésentente, Nick, je t'expliquerai ça, mais en gros, il y a une mésentente. Il pensait que je le trollais avec une gang. Il pense qu'on est une organisation de trolls dont je ferais partie. Fait que là, il nous a tous bloqués, mais là, c'est Une conspiration. un genre de conspiration. Ben là, déjà, théoriquement, il faudrait que si tu le blogues au podcast de Joe Guérin, il faut que ça se rende jusqu'à lui pour qu'il le sache. Ah non, mais c'est ça. Moi, je me suis dit, quelqu'un qui m'écoute, qui va triper sur Mario, va s'abonner à Mario, puis là, Mario va demander, va faire un sondage ou un live, quelque chose, où est-ce qu'il va demander comment est-ce que vous m'avez découvert. Puis là, Mané va se rendre compte, hey, moi, c'est Mathieu Niquette. Là, Mané va se rendre compte que le corps de ses fans, c'est un plan sur le très long terme. Là. Ça va pas. Avant que ça se rende jusqu'à lui. Ben, tant mieux, Mathieu. Je suis content que tu aies des projets dans la vie. Alors voilà, on va commencer une petite nouvelle brève. D'abord, vous avez probablement dû voir ça passer. J'ai rêvé hier que j'étais en prison avec Maxime. Hein? Ben voyons donc, Chris. J'ai pas rêvé à ça, moi. Je suis pas consentant, là. Alors, je peux pas contrôler ça, là. Ça, c'est vrai. Mettons que tu fais un rêve érotique avec quelqu'un, il y a quand même une notion de... En tout cas, J'ai déjà un rêve, c'est ton propre cerveau. Là. Ouais, mais... J'ai déjà un ami qui est tombé en amour après avoir fait un rêve romantique. J'allais dire érotique, mais c'est plus un rêve romantique. Ça fait longtemps, fait que je pense que je peux le dire. C'était la chanteuse Stéphanie Lapointe de Star Academy, je pense, à l'époque encore. Puis mon ami Martin de l'école de théâtre, il avait rêvé à un moment donné, puis il s'était réveillé, puis il était tellement chamboulé qu'il a décidé d'écrire à Stéphanie Lapointe. Mais tu sais, lui, quand il nous a conté ça, il l'avait déjà écrit. Puis nous autres, on est là. Non, man, tu peux pas faire ça, tu sais. C'est weird. Comment ça? Non, mais j'ai été super correct, là, tu sais, j'ai pris le temps d'y expliquer, là, que tu sais, j'avais pas d'intention, puis que je voulais pas nécessairement la rencontrer, puis tout, mais que, tu sais, je m'étais réveillé avec tellement un drôle de feeling que j'avais senti le besoin d'y écrire. Moi, quand même, j'ai vu un film français, puis je me rappelle pas c'est lequel. J'ai vu ça à la Cinémathèque, puis c'est très... c'est pas des dialogues très naturels, là, c'est très poétique, puis la fille a dit à un autre, quand je rêve à quelqu'un, je crois qu'il faudrait toujours le rappeler le lendemain. Puis ça m'avait marqué. Je ne crois pas que c'est vrai. Ça ferait beaucoup de monde à appeler. Mais je pense que dans certaines situations, ça peut déboucher sur des choses. Fait que là, mon petit tabarnak, là, on est en prison. Toi puis moi. Oui, on est en prison dans une toute boy. petite cellule carrée. Là, comment décrire? Gros comme une salle de bain, genre, puis on était 4. Mais les 2 autres personnes, dont une fille, c'est abstrait. Je ne pourrais pas te dire c'était qui. Ouais. Mais il y avait toi. Tu sais, les rêves, il nous manque des bouts. Ouais. Il y avait toi. Des bouts. Puis là, on avait 2 chaises. Puis là, je t'offrais de prendre ma chaise, puis tu voulais pas. Puis là, je regardais à la porte, puis je me disais, 2 ans. 2 ans pris ici. En même temps, après réflexion, tu sais, si... Je veux dire, on passe 7 heures de char ensemble, on est tannés maintenant, là, mais quand même, au moins, si j'étais en prison 2 ans, si j'étais avec une fille puis Maxime, c'est pas pire. Puis là, la fille, ben, c'est moins pire, je veux dire. Puis au moins, on niaiserait, on trouverait des jeux. Ben ouais. Puis là, la fille a dit, maintenant, on devrait faire des vlogs. Offrir aux autres prisonniers de faire des vlogs, comme ça, on pourrait apprendre à les connaître. Puis là, Maxime, qui est la voix de la raison, qui arrive puis il fait, ben là, ils vont seulement parler de la prison. Sinon, ils vont parler du monde d'avant. Puis là, j'étais, ah ouais, il a raison. Puis là, je t'offrais ma chaise si tu voulais pas. Puis là, je suis réveillé bien confus. Fait que. Ben, ouais. Mais on n'a pas fait l'amour ou de quoi du genre. Non, il n'y a pas eu de sexe. Puis je le dirais. C'est un peu dommage. Je le dirais, mais non, il n'y a pas eu de. C'est pas... OK. Fait qu'il y a une fille qui voulait qu'on fasse un vlog avec les autres prisonniers. Puis là, moi, je disais, ben, il n'y a pas de point à faire ça, mettons. Ouais, tu disais que c'était absurde parce qu'ils vont juste
Tu disais genre que ben là, ils vont juste comparer le monde d'avant avec le monde de la prison, puis ils vont dire, ben là, ça vaut tel nombre de cigarettes. Ouais, ça va être plus déprimant qu'autre chose. Genre, fait que, c'est super rationnel puis assez intelligent. Puis tu sais, Ben oui. c'était pas toi, c'est une fraction de moi qui pensait ça de toi qui a dit ça. Mais en tout cas, mais bon. Ben, j'aime la vision que tu as. J'aime l'espace que j'occupe dans ta psyché. Là. Bon, t'es clairement comme la voix de la raison entre nous trois. Là. Exact. Fait que ça se reflète dans les rêves. Là. Le gant de chest. Le gant de c'est la voix de la raison. Ben, ça en dit long sur nous, mais c'est ça. Fait que bon, mais tu sais, en même temps, ça, j'étais en prison avec toi plutôt qu'avec un gros bonhomme qui m'intimide pour voler mes Pepsi. Ça aurait été quand même déjà mieux. Là. Mais bon. Parce que dans le livre de Gabrois, j'ai appris que les Pepsi, c'est très précieux en prison. Ah oui? Ben, je ne l'ai pas tout lu, là, mais en fait, j'en ai lu 4 pages. Est-ce que tu l'as? Non, je ne l'ai pas. J'étais chez quelqu'un qui l'avait. Mais, comment il s'appelle déjà? C'est Mon séjour en prison ou quoi de genre? De quoi du genre, je ne me rappelle pas. Théoriquement, c'est forcé pour le titre. Théoriquement, dans les prisons, dans les bibliothèques, il va être à côté des livres de Gabriel, Roy. C'est quand même intéressant. Fait que c'est ça, c'était mon rêve. OK. Ben, merci. Ben, ça fait plaisir. Sinon, j'ai une chronique, mais je ne suis pas obligé de commencer. Ça s'appelle Mon voyage en prison pour les intéressés. Ah, bon, un voyage, comme si c'était voyage. Intentionnel, tu sais. Tu choisis de voyager. Bah, tu sais, là, il a payé pour ses crimes, on va passer à autre chose. Il n'a pas payé pour son livre encore. Non, son livre, par contre. Hey, on a une question. On a une question des mystérieux étonnants sur le live qui demande c'est quoi le gun dans la bibliothèque à Nicolas? C'est un gun à colle. This baby? Un gun de Star Wars. This baby. This is my little friend. This baby. As-tu l'utilisé dans des jeux avec Marianne? Non, mais les chats, parfois, ils aiment ça. Je leur tire dans le couloir, puis ça tire quand même assez rapide. Là. Ça tire des petites balles. Oh! Ben voyons. Mon chat. On va être, Des petites on va balles être comme ça. on va être démonétisé à cause de la violence. Mais tu sais, ils aiment ça, mais en même temps, ils ont peur. Fait que ça leur fait vivre quelque chose d'intense. Ça. Puis évidemment, je leur tire pas dessus. Là. Je leur tire dans le couloir. Mais là, il faut toujours mettre la safety avant de le ranger. This Là, on baby. connaît plus les bizarres. J'aimerais ça que quelqu'un fasse un montage de Nicolas avec un gun puis c'est écrit This baby. This baby. This baby. Juste à côté du gun, c'est l'herbe à chat. Fait que, This baby. Baby tout est gun. là pour le good time des shotguns, c'est une herbe à chat. Baby gun. Pendant que j'ai le melon, je vais y aller avec ma chronique, dans le fond. Oui. On fait le melon aux autres. Alors, il a sorti un nouveau jeu hier qui s'appelle Last of Us Part 2. Le jour déjà? même de sa sortie. Last of Us... T'as déjà loué ça à la bibliothèque, Julien? Pardon? Tu l'as déjà loué à la bibliothèque? Il l'a acheté, Nick. Il l'a acheté plein prix, neuf! Ben, j'ai pas acheté plein prix parce que j'ai apporté des jeux de PlayStation 2 en même temps. Fait que j'ai payé The old moitié. switcheroo. Ouais, non, vraiment. Hey, je suis content de ma shot, en fait. Là. C'est des jeux de PlayStation 2 qui traînent chez nous. Là, mais ils n'ont pas tout pris. J'ai une amie qui a écrit hier qui est venue pour acheter le jeu, puis il y avait plus de jeu, fait que là, elle a fait la file pour savoir s'il n'y en avait pas qui restait. Puis le gars, juste en avant d'elle, il s'en allait acheter l'édition de luxe, puis à la dernière seconde, il y a eu un remords, il a trouvé ça trop cher, puis il l'a laissé là. Fait que j'ai une amie qui a réussi à acheter la dernière copie de l'édition de luxe du magasin où il était parce que il y a eu quelqu'un qui a eu des remords au bon moment. Je ne comptais pas parler de tout ça, mais en fait, en premier lieu, je l'ai acheté au Pharmaprix. Je les ai appelés, puis ils ne l'avaient pas, évidemment. Après ça, je me suis dit, bon, ben, qui c'est qui vendent des jeux vidéo? Je vais aller au Best Buy. Puis je me dis, Best Buy, il va y avoir un line-up, ça va être chiant, puis Best Buy, c'est pas cool, mais bon. Puis là, à un moment donné, il y a Retro Montréal qui fait une publication sur Facebook. Puis là, qui dit, on a plein de copies, il est venu. Puis là, je dis, ben, Chris, va aller à Retro Montréal. J'allais là, puis il n'y a pas de line-up, tu rentres, il y a plein de jeux, c'est malade mental comme place, c'est super cool. Ça, c'est proche de chez nous, hein, Julien? C'est à côté de chez vous. J'ai failli aller chez vous parce que j'étais à côté de chez vous. T'aurais dû? J'aurais peut-être dû. Je suis en bedaine. Je sais pas si le temps à ce moment-là. Puis, tu sais, en plus, je me suis dit, tant qu'elle est là, je vais rapporter des jeux de PlayStation 2. Ça fait comme des années que je pense de faire ça. Fait que je pogne tous mes jeux de PlayStation 2, je m'envoie là-bas, il y en a pris 5. Puis ça m'a donné un rabais de 40$. Fait que, tu sais, c'est 45$. Ah, quand même. Ben ouais, c'est hot. Non, je vous conseille fortement. Puis il y a des le service, c'est le fun. Il y a des jeux de toutes les consoles. Mais en tout cas, il ne faudrait pas faire une plug, mais je vais en faire une pareille. Retro Montréal, c'est fou, raide. Encouragez-les fortement. Puis vous ne ferez pas de line-up. Il n'y a aucun désavantage à aller là. Vous ne ferez pas de line-up, il va y avoir une copie. Ça va être merveilleux. Fait que Last of Us 2. C'est quoi Last of Us 2? Ben, c'est la suite de Last of Us 1. OK.
C'est un jeu de Ok, Naughty ouais. Dogs. Naughty Dogs, eux, c'est comme un peu comme Rockstar, c'est que chaque jeu est un événement. Ben, dois-je te rappeler que c'est eux qui ont fait Crash Bandicoot 1? Ben, j'y arrive. Ah, ok, excuse. Non, pas de problème. Chaque jeu est un événement comme Rockstar, un peu. C'est des jeux qui Ben prennent oui. 5 ans, 6 ans, 7 ans à faire. Ce jeu-là a pris 7 ans à faire. Puis quand ils sortent un jeu, c'est un esti de bon jeu. Par opposition, supposons à EA Games ou à Ubisoft, qui c'est un peu la machine à saucisse. Eux autres, chaque jeu, c'est un événement. Puis souvent, c'est une franchise par console. Au PlayStation 1, c'est eux qui ont fait Crash Bandicoot 1, 2, 3, que Maxime, je sais, aime beaucoup. C'est exact. C'est exact. Je les ai toutes faites récemment. Au PlayStation 2, ils ont fait les Ratchet & Clank, que je n'ai jamais joué, mais ça a l'air que c'est bon. Au PlayStation 3, ils ont fait le Uncharted, qui sont aussi des chefs-d'œuvre. C'est des jeux 9 sur 10, 10 sur 10. Puis ils ont fait aussi Last of Us 1. Puis au PlayStation 4, ils ont fait Uncharted 4. Puis ils ont fait Last of Us 2 qui vient de sortir là. Le PlayStation 4 est en fin de vie. Le PlayStation 5 arrive dans le temps des fêtes. C'est comme le dernier gros jeu. Puis c'est le plus beau. C'est le plus... Fait que c'est très, très, très bon. Moi, je voulais l'acheter le premier jour. J'ai joué 4 heures à date, fait que ma critique, évidemment, vaut ce qu'elle vaut. Mais les graphiques sont, comme vous en doutez, sont phénoménales. C'est très mature, puis pas dans le sens que... Pas mature dans le sens de c'est trash. Mature dans le sens que c'est mature. C'est vraiment un monde post-apocalyptique qui est très difficile, qui est très réaliste. Fait que, tu sais, l'ambiance est déprimante, which is le fun pour moi. C'est lent, c'est très lent. Puis, ça prend des choix assez audacieux dans l'histoire. On ne les spoilera pas. Essayez pas de les deviner non plus, je ne vais pas les dire. Si vous les trouvez, vous allez les trouver en 30 secondes sur Internet. Là, mais je conseille plutôt... D'ailleurs, je pense que tout le monde va spoiler le jeu d'ici une semaine sur Facebook. Là, en tout cas. Fait que c'est vraiment un chef-d'œuvre. J'adore ça. Je ne suis pas capable d'arrêter de jouer. L'ambiance, là, c'est malade mental. Et les critiques sont d'accord avec moi. Les critiques ont donné en moyenne 9,5 sur 10. Oh shit! Alors, ce qui est énorme, ce qui en fait un des meilleurs jeux de tous les temps, si on se base là-dessus, et tout. Alors, dans le fond, tout le monde est unanime. Eh bien, non. Et c'est là où je m'en vais avec ma chronique. Ben oui, ben c'est comme ça avec moi. Parce que on remarque que donc il y a une moyenne des critiques est de 9,5 sur 10, mais sur Metacritic, qui est le genre de Rotten Tomatoes des jeux vidéo, disons, mais les user critics est à 3,3. Ah ouais. Oui, ce qui est un fait. Ce qui fait aucun calice de sens. Tu peux ne pas aimer le jeu. Tu peux, dans le sens, ça peut être de ne pas être ton genre de jeu. Genre, Rachel, elle joue aux Sims, elle ne jouera pas à Last of Us. Ça c'est correct, là. Puis tu peux aimer Mario Bros, tu n'aimeras pas Last of Us, c'est bien correct. Ça, c'est pas la question. La question, c'est de juger objectivement si le jeu est bon ou non. Le jeu est clairement plus qu'un 3 sur 10. Le jeu est magnifique. Le jeu est... Fait que tu te demandes, qu'est-ce qui s'est passé? Et en plus, les critiques, eux autres, ils avaient accès au jeu plus tôt que nous. Comme, évidemment, s'ils peuvent écrire leurs critiques. Genre, quasi, elle a fini le jeu, puis moi, je n'étais pas encore né. Là, ils ont accès au jeu avant nous autres. Fait que, c'est comme... mais sauf que nous, on pouvait commencer à jouer au jeu à partir de hier minuit. Donc, probablement, ça fait 36 heures que le jeu est disponible aux gens. Le jeu prend 30 heures à finir. Théoriquement, encore au moment où on se parle, il n'y a personne qui a fini le jeu. Ça serait quelqu'un qui l'aurait débuté, qui aurait joué sans arrêt, sans dormir. Là. Il y a peut-être 3 personnes dans le monde. Il y a une petite communauté de speedrunners à chaque fois qu'il y a un jeu qui sort. C'est comme la course à qui finit le jeu le plus rapidement possible. Fait que, il y en a que par définition, ils font ça, mais c'est pas d'eux autres, je pense, dont on parle. Non, c'est pas d'eux autres qu'on parle. Donc, par définition, les gens n'ont pas terminé le jeu, l'ont à peine débuté, ou peut-être même pas joué avec. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est clairement encore une communauté. Je vais lire, en fait, les commentaires des gens qui ont donné une très mauvaise cote. J'ai l'impression que ça va être déprimant, tout ça. T'as pas idée, moi. Oui, non. Je ne veux pas savoir des vidéos, là, excusez-moi. Ouais. Bon. Trompe-toi pas d'onglet parce que tu peux devenir c'est tôt le matin. C'est trop tôt. Avoir un peu de saleté cachée sous l'onglet. 1 sur 10. They made the best game of all time have a sequel that may just be the worst game of all time. A failure in storytelling where an agenda
Un agenda. J'ai de la misère à le dire. Hein. Pardon? Une agenda. Un agenda. C'est pas Binet. Non, je vais le dire. Pas rapport. Agenda. Voilà. Non, zéro. Go woke, go broke. They just killed their own IP with such a retard story. 0. 7 years for this shit. Lol. Get the fuck out, LGBT people. Snowflake critics won't change anything. C'est quoi? C'est juste parce que c'est une femme, le personnage? Non, mais il y avait déjà eu un petit preview. On s'attendait à ça parce que quand le jeu avait été annoncé, il y avait des premières images. Puis tu comprenais que le personnage avait peut-être un petit intérêt lesbien, disons. Ben, en fait, dans le premier jeu, sauf erreur, il n'y a pas de mention de ça. Parce que c'est un enfant, pas un enfant, mais Un adolescent. Mais il y avait, sur le DLC, il y a une histoire supplémentaire de DLC de 3 heures qui vient avec la version de PlayStation 4. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont joué avec. Puis ça se termine avec elle qui embrasse une fille. Fait que ça ne sort pas de nulle part. Mais attends un peu. Fait que là, toi, tu dis que les mauvais commentaires, ça viendrait du fait que les gens perçoivent, mettons, qu'il y a une histoire lesbienne. Ben, Ils voient ça comme genre, encore l'espèce de gauche progressiste à la Netflix and shit qui s'ingère dans nos jeux. Là. Ouais, c'est ça. C'est ça que c'est là où je m'en vais. C'est ça. Il y a d'autres affaires, là, je vais y venir, mais c'est ça. C'est que finalement, Ellie, qui était... c'est la fille que tu suis le gars dont le nom m'échappe. Joël. Joël. Tu suis Joël dans le 1 avec Ellie tout le temps, puis elle protège. Puis bon, au début, elle tape ses nerfs, puis à la fin, il s'aime beaucoup. Puis, tu sais, là, dans le 2, ben, ça se passe plus tard. Là, maintenant, elle est adulte. Fait que Ellie, ben, maintenant, elle a une relation homosexuelle. Elle a une blonde. Puis aussi, c'est pas genre comme dans des jeux vidéo... elle n'a pas des gros totons, puis ils font le ciseau. Là. C'est comme une relation réaliste, homosexuelle. C'est un beau couple. Un couple dans les images que j'ai vues, c'est super bien fait. Là, il y a comme une espèce de petit bal dans le petit village là, reconstruit. Puis c'est pas racoleur du tout. Là, vraiment pas intrusif. Ben, de toute façon, même ça l'était. Ben, c'est hot que si c'est pas trop mis, si c'est pas mis à l'avant-plan de genre, hey, regardez, deux lesbiennes. Exact. C'est pas Duke Nukem qui rentre dans un bar de danseuses puis il y a deux filles avec des gros totons qui se frenchent. Moi, je suis rendu dans le chapitre 2, puis c'est pas un spoiler. Là, c'est une grosse ville. D'ailleurs, ils ont mis des espèces d'open world qu'il n'y avait pas vraiment dans le 1. Mais je sais que c'est pas toujours ça. Tu te promènes, puis tu peux aller visiter toutes les maisons. Puis au début, tu es comme, tabarnak, il y a bien trop de maisons. Mais finalement, tu embarques, tu es comme, je veux toutes les visiter. Tu visites un vieux magasin de disques qui est tout pété, puis il n'y a rien, il y a 2-3 items, tu n'es pas obligé d'aller là, puis ça ne va rien changer à ton expérience de jeu. Puis là, maintenant, il y a une guitare. Puis là, tu vas sur le bar, tu peux être sur triangle, tu peux jouer de la guitare, puis ça part un 15 minutes, là, parce qu'il y a un mini-game de guitare, puis tu joues une chanson à ta blonde, puis c'est comme un super beau moment, tu as presque les larmes aux yeux. C'est un jeu vidéo qui est tellement bon que tu oublies que tu joues à un jeu vidéo. Oui, vraiment. Le premier, c'est le seul jeu, moi, qui m'a mis dans cet état-là. Il y a des jeux qui sont ultra prenants. On a souvent parlé de je sais pas, les GTO, Red Dead Redemption 2. C'est des jeux qui sont immersifs, mais c'est jamais des jeux, en tout cas, moi, qui sont venus me chercher émotivement, comme Last of Us 1. Vraiment, là, quand je viens d'avoir les larmes aux yeux, c'est pas une métaphore. C'est pas une hyperbole. C'est vraiment ça. Moi, j'ai fini le jeu, j'étais vidé comme quand t'écoutes un esti de bon film. Là, Last of Us 1, ça débute avec le personnage principal, sa fille meurt, puis ma compagne de l'époque, elle a pleuré, puis c'était la première fois que je voyais quelqu'un pleurer devant un jeu vidéo, puis j'étais comme, OK, on est devant Avez-vous déjà joué à Laser Suite la reset Drague en haute mer? C'est ça, c'est un peu l'antithèse de OK. Mais bon. Fait que, tu sais, après ça, encore une fois, je le maintiens, ça peut ne pas être notre genre de jeu. Mais de là à dire que c'est un mauvais jeu, il faut être de mauvaise foi. Fait que si tu lis les commentaires, ben c'est ça, c'est qu'ils ont pris un choix très audacieux au début, qui est difficile à encaisser, qu'on nommera pas, qui a frustré les gens. Puis ça a fait ça. Ils ont fait ça, supposons. Ça fait que les monsieur tout le monde. Star Wars épisode 8, ça a fait ça aussi. Genre, la critique était très positive. Il y a quelque chose comme 89 sur Rotten Tomatoes, je sais pas quoi, mais les gens n'ont pas aimé Star Wars épisode 8. Ils ont le droit. C'est correct. Les goûts se discutent pas.
mais ils l'ont pas aimé parce que ça déconstruit les Star Wars. Fait qu'ils n'ont pas aimé ça. Fait que là, Star Wars épisode 8, la critique de 89%, puis les usagers est 40%. Fait que là, c'est donné, la réalité n'existe plus. J'ai vu quelqu'un hier qui avait posé la question, puis j'avais vraiment interprété ça comme une vraie question. Et genre, comment ça que. Fait que là, je réponds pour vrai. Je réponds, tu sais, c'est un peu ce que je vous dis depuis tantôt. Puis lui, il est parti, c'est quelqu'un que je connaissais pas, puis il est parti genre sur, ben oui, mais les critiques, on le sait bien, Calis, je te donne 1000$, tu vas me donner 100%. Comment tu comprends pas? Fait que là, c'est l'Amérique de Trump. C'est ça. Oui. Les fake news. C'est les médias sont manipulés. Mais c'est pas ça, la situation. Les médias critiques de jeux vidéo. Là, c'est parce qu'en plus, si tu fais juste... Si tu fais juste dire l'opposé de ce que l'autre dit, tu te fais manipuler aussi, parce que tu fais juste bêtement faire l'opposé. Mauvais, ils vont donner 10 sur 10. Ils ne peuvent pas faire ça. J'ai des amis qui travaillent dans l'industrie des jeux vidéo, j'en ai plusieurs. J'ai des amis qui travaillent dans les critiques de jeux vidéo. Ils ne sont pas payés, les critiques. Je ne sais pas que c'est jamais arrivé. C'est sûr que c'est arrivé à me mener une fois, là, c'est sûr. Mais globalement, ça n'arrive pas. C'est pas ça qui arrive. C'est pas ça la situation. Arrêtez avec les conspirations. Puis, tu sais, comme tu disais, le jeu, le score de 3 sur 10 accordé par les gens était déjà ça après 5 heures où est-ce que le jeu était sorti. Fait que personne n'avait joué. Non, c'est ça. C'est ça qui est fascinant, tu sais. Leur critique, c'est « go woke, go broke ». Puis encore l'agenda LGBT. Puis ça se préparait là, sur les Reddit polls, là, les petits incels, là, ça se préparait depuis des semaines pour ça. C'est des incels. C'est des journées-là. Des gars qui sont pas capables de coucher avec une fille. Fait que là, ça les fait chier de voir deux filles qui couchent ensemble. Moi, j'espère que dans Crash Bandicoot 4, il va être homosexuel. Comme Bob l'éponge. Bob l'éponge, c'est pas clair par contre. Il est juste comme un allié. Je pense qu'il est plus comme asexué. Non, mais ils l'ont dit cette semaine. Non, je sais, mais moi-même, je l'ai partagé dans le petit groupe, là, mais après avoir relu tout ça, ils disent pas spécifiquement qu'il est homosexuel, mais plus comme qu'il est dans le spectre de. Okay. Enfin bon, en tout cas, on s'égare dans les termes. Donc voilà, Last of Us 2, vous pouvez vous fier aux critiques, vous pouvez vous fier à ma critique, vous pouvez vous fier aux gens qui sont fâchés qu'il y a des personnages homosexuels. Mais de mon côté, je vous le conseille fortement. Ça dépasse les jeux vidéo. Ça, c'est la même communauté qui avait fait des grosses protestations parce que dans Mortal Kombat 11, ils avaient décidé de rétrécir les seins improbables des protagonistes féminins qui avaient des grosses boules format F. La nouvelle Lara Croft, il n'y a pas des petits gros tons. Exact. Là, tout le monde a ramené ça avec des proportions humaines, finalement. Puis à chaque fois qu'ils font ça, il y a des gros outrage sur Internet de jeunes puceaux qui sont fâchés. Comme ton manquait de porn. Là, exact. Il y en a partout des totons. Là. C'est pas ça qui est dur à trouver. Non, franchement. Alors voilà, merci beaucoup, Julien. On va continuer avec. Je sais pas, là. Nicolas, ça fait longtemps. OK, Nicolas. On continue avec Nicolas. Oh, on dirait que je suis pas prête. Qu'est-ce que tu veux comme thème, Nicolas? Déjà, les éponges, c'est étrange parce que c'est des organismes asexués. Non. En fait, j'ai lu là-dessus. En tout cas, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux comme thème? C'est un sur 5. Vas-y avec le sur 5. OK, c'est parti. J'envoie la purée sur Nicolas. Savoir absolu, ultime, complet et éternel en 5 minutes. Alors, je vais commencer par sharer mon screen. C'est quelque chose. Share computer sound. On va se rappeler une petite annonce il y a longtemps. Oh, on regarde les onglets de Nicolas. Hey, le gros bon sens. Avec Mario. Moi, je dis Cube, Versa, Maxima et Road. J'ai dû voir 2 fois. Murano et Altima. Pourquoi pas toutes les autos qui finissent en A? Qui a raison? Toi, puis même toi. Obtenez jusqu'à 11 000 $ de rabais sur les modèles Nissan 2010 à liquider. Des offres jamais vues, même sur les... Puis un petit rappel aussi de notre premier ministre, qui est le premier ministre... Peut-être qu'on sent un petit peu sur qui est le premier ministre du gros bon sens. Littéralement. Oui. Regarde. Il est tellement beau à voir. Moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'on ait un gouvernement qui se préoccupe davantage du gros bon sens. Plutôt que d'essayer d'appliquer
une loi, un règlement à la lettre, servir de son jugement. Parfois, on est trop sur la lettre, puis on ne se sert pas de son jugement. Et puis, on le voit, là, qu'est-ce qu'il y a du bon sens, qu'est-ce qu'il n'y a pas de bon sens. Servons-nous de notre bon sens, là, que les personnes qui doivent être aidées soient aidées. Donc, quand j'ai commencé à travailler là-dessus, le gros bon sens, je me disais, bon, c'est juste un maudit truc rhétorique, tu sais, qui est utilisé pour mettre fin au débat, qu'on dit, bon, ben, comme il dit dans son annonce, tu sais, utilisons notre gros bon sens. On le sait, c'est quoi qu'il faut faire. Tu sais, on le sait, on le fait juste pas. On n'utilise pas notre gros bon sens. Puis on le voit partout, ça, juste dans un article hier du Devoir, il y avait sur le racisme systémique, et puis il parlait qu'en entreprise aussi, souvent, qu'on justifie le fait de ne pas engager toutes sortes de minorités par le gros bon sens. Tu sais. Notre clientèle est mal à l'aise avec ces gens-là, donc c'est le gros bon sens de ne pas les engager. On retrouve aussi, même en 2010, ça remonte à loin dans le milieu des affaires, c'est énorme, le gros bon sens. C'était le premier critère pour engager du management, c'était le gros bon sens. Quand on fait une petite recherche Google. Je te conseille, Nicolas, de lire tes articles parce que je pense qu'en vidéo, les gens ils pourront pas lire. Oui. Mais Mais c'était juste pour montrer de toute façon que, tu sais, ça, c'est juste la semaine dernière, c'est tous les articles qui font mention du gros bon sens. Ça passe de manifestations, de l'accès aux îles de la Madeleine en urgence. Donc, tu nous mentionnes qu'il y en a beaucoup. C'est sans arrêt. Bon, là, après ça, c'est les éponges de mer. Là. Ça, c'est une autre histoire. On va arrêter de sharer ça. Mais c'est ça. Au début, quand je me suis dit là-dessus, ça va juste être une chronique. Ça va durer 2 secondes. T'sais. C'est un outil rhétorique. On l'utilise pour clore un débat. On dit, ben regarde, c'est gros bon sens ta gueule. Arrête. On le sait c'est quoi. Comme on voit dans l'annonce aussi de Nissan, le gros bon sens, c'était tout le temps, on devrait-tu faire une auto comme ça, une auto comme ça? Puis bon, le gros bon sens, qu'est-ce qu'il faut faire? Lui, il dit, ben il faut tout faire, même des propositions qui sont contradictoires. En tout cas. d'Homer Simpson. Oui, c'est ça. C'est comme un classique, celle-là. Et là, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment juste ça? Puis là, j'ai réalisé en fait que non. Il y a full d'affaires. Il y a une pléthore de débats philosophiques à l'intérieur de ça et ça remonte jusqu'à il y a plus de 2000 ans dans le passé. Impossible. Oui. Donc là, j'étais très excité quand je suis tombé là-dessus. Je peux comprendre qu'on relativise ce qu'on veut dire par gros bon sens. Je comprends que c'est quelque chose qui est facilement relativisable. Seulement, on comprend tous ce qu'on veut dire par le gros bon sens. Et justement, c'est qu'il y a quatre disons, utilisations distinctes du gros bon sens. Juste dans ce que je vous ai montré là, il y en avait déjà 2 différents. Donc, je vais vous passer les quatre types d'interprétation du terme, parce que le terme, non seulement il s'est développé en français, en latin, en grec, mais aussi en anglais. Et toutes ces définitions-là du gros bon sens, du sens commun, du bon sens, du good sense, du common sense, ils ont toutes interagi les unes avec les autres. Et différentes étapes dans l'histoire, c'est une définition qui a pris le dessus sur l'autre. Donc, je vais vous donner les 4 définitions possibles du gros bon sens quand on remonte au sens commun puis au bon sens. Et puis, à partir de là, ça va être un peu une chronique dont vous êtes le héros. Et pour la prochaine fois, vous allez choisir lequel des bons sens vous voulez que je commence. Interaction. On va gérer avec les fans. J'ai hâte de choisir. Les fans qui écoutent à la maison, choisissez pour nous. On va commencer par séparer. Là-dedans, déjà, il faut séparer bon sens et sens commun. Common sense et good sense. Donc, ces 2 choses-là sont quand même assez distinctes. Donc, on va commencer par le bon sens, puisque c'est ce qui est le plus proche du gros bon sens qu'on utilise ici au Québec. Donc, le premier sens du bon sens, c'est une forme de jugement. Ça, c'est ce dont parlait notre beau premier ministre, le jugement, faire preuve de jugement. Donc ici, le jugement du bon sens, c'est quelque chose qui permet de percevoir les choses comme elles sont. Pas comme on veut qu'elles soient, mais comment elles sont réellement, là, qui permet d'avoir un jugement factuel. Mais aussi qui permet de savoir quelles sont les choses qui doivent être faites. Donc, il y a le côté moral et il y a le côté juste découvrir la réalité. Tout ça, ça rentre dans ce sens-là. Donc ici, on parle d'un jugement pratique. Avoir ce jugement pratique-là, c'est avoir du bon sens. Mais un autre définition aussi du bon sens, ça, c'est au sens d'un savoir, quelque chose qu'on sait. Donc, avoir du bon sens, ce serait d'avoir ces connaissances-là. Mais ces connaissances-là qui ne viendraient pas d'une réflexion. Ce n'est pas quelque chose que tu as à réfléchir, c'est quelque chose que tu sais. Puis si quelqu'un dit « Mais comment tu sais ça? » Ben, tu dis « C'est le bon sens, ça, je le sais. » Un peu comme on voyait dans l'annonce de Nissan.
Donc là, on a d'un côté un jugement qui permet d'atteindre un savoir, l'autre, c'est simplement le savoir lui-même. Excusez. Ben, c'était un bon timing. C'était une joke. Oui, non, c'était une joke. C'était une joke. Bon sens. Bravo, Nicolas. Donc, on a un jugement pratique, un savoir non réflexif. Quand on met gros à part de ça, là, c'est juste une emphase rhétorique pour dire ben, regarde, c'est gros de même. Là. C'est évident. Si toi, tu ne comprends pas, c'est toi qui es débile. Et là, de l'autre côté, on a le sens commun, le common sense, qui est plus utilisé dans le monde anglais qu'ici. Et là, ça, c'est différent. Et ça, c'est plus à l'origine du terme. Là. L'origine du terme vient du sens commun avant le bon sens. Donc, le sens commun, lui, son premier sens, c'est simplement quelque chose, un sens, donc un autre sens en plus des, mettons, les 5 sens connus. Les 5 sens, disons, connus par la majorité des gens. Là. Et ce sens-là permet d'assembler tous les autres sens et de faire sens, justement, de tout ce qu'on perçoit. Donc ça permet de distinguer une vache d'un écureuil. Ça permet de se retrouver dans l'espace et de savoir, bon, ben ça, c'est une table, ça, c'est une lampe. Et ça nous permet d'assembler toutes les perceptions. Dans l'espace, tu te retrouves, toi, là. C'est ça. Ça permet de se retrouver dans son environnement puis d'interagir avec lui. Donc ça, ce serait une capacité passive. Tu sais, as un sens commun, tu as une forme de conscience qui te permet d'assembler tous tes sens ensemble. L'autre sens du sens commun, là, c'est une capacité rationnelle qui permet de distinguer la vérité, mais là, par une réflexion. Donc là, ça, c'est pas pareil du bon sens tantôt, que c'était comme presque un instinct que tu sais que ça, c'est vrai, sans avoir à y réfléchir. Là, ici, c'est un sens commun qui permet à tous de parvenir par une réflexion à une forme de connaissance. Donc là, ça serait une capacité active. Donc là, dans le sens commun, on a une capacité passive, une capacité active. Dans le bon sens, on a un jugement pratique, on a un savoir non réflexif. Ouais, donc avec tout ça, et là, pour vous teaser sur ce qui s'en vient, parce que c'est juste des préliminaires, là, ce qu'on fait. On ne rentre pas dans le cœur du sujet. C'est déjà très excitant. C'est ça, c'est la table. Les préliminaires de Nicolas, ça, je veux une chronique. La table est mise. Ah, mais ça serait intéressant, les préliminaires. Donc, on a des questions. Écoutez, au niveau du bon sens, on a plein de juteuses questions que j'ai hâte de me plonger l'esprit dedans. On a des questions épistémologiques sur la connaissance, la nature de la connaissance et comment est-ce qu'on peut l'atteindre. C'est quoi les relations entre l'évidence et la vérité? Est-ce que la vérité est tout le temps évidente? Et est-ce que l'évidence est toujours la vérité? Oui. Ah oui? Oui. Parce qu'il y a plein de choses. Ah ouais? Il va sortir son gun. Il va sortir son gun. Parce qu'il y a plein de choses qui paraissent évidentes et qui ne sont pas nécessairement vraies. Ben, donne-nous un exemple. Là, par exemple, ça peut sembler une évidence de notre première perception de la réalité que le monde est plat. Ça apparaît comme une évidence. C'est plat. J'avoue que, tu sais, pas avoir aucune connaissance préalable, c'est normal de penser que la Terre est plate. Ou, tu sais, le meilleur exemple, je pense, Nicolas, le fait que la Terre soit au centre de l'univers. Tu sais, on a l'impression que le Soleil tourne autour de nous, alors que c'est nous qui tournons autour du Soleil. C'est que nos sens nous envoient... Notre première perception des éléments nous fait croire aussi que le Soleil est gros comme ça. Mais c'est le savoir de la distance puis de notre relation avec cette distance-là qui nous fait comprendre que non. Qu'il est gros comme ça. Mais qui est beaucoup, beaucoup plus gros. Mais ça, c'est une perception de l'esprit. Tu sais, il faut y réfléchir pour comprendre ces choses-là. Et nous, on est tellement environnés de science. La Terre va exploser, est-ce qu'on peut aller habiter sous le Soleil? La Terre ne va pas exploser. Elle va juste être brûlée quand le Soleil va devenir une géante rouge. Ça va juste être absorbé parce que ça va se rendre jusqu'à notre orbite. Okay. Mais ça, on a plusieurs milliards d'années avant d'arriver à ça. Mais donc, cette question-là, justement, entre les évidences perceptives et les évidences réflexives, est-ce qu'on réfléchit, est-ce qu'on perçoit directement? Ces deux choses-là, encore une fois, juste un autre exemple. Tu sais, quand on touche la table, on se dit c'est solide, que c'est quelque chose qui est dur. Mais la dureté de la table, elle n'est pas dans la table. Elle est simplement dans notre relation à la table. Okay. Ce qui nous empêche de passer à travers la table, c'est juste la concentration d'électrons qui entre en contact avec notre concentration d'électrons. Et si on était moins concentré, on pourrait passer à travers les objets. Si on était à une autre échelle, on passerait au travers. Il y a plein de choses qui passent à travers de la table. Il y a des sons qui peuvent passer au travers de la table. Il y a des particules qui passent à travers de la table. Donc, c'est simplement, encore une fois, dans notre relation, ça, c'est une évidence sensorielle, mais quand on y réfléchit, c'est pas une évidence que les propriétés de la table soient vraiment dans la table, mais juste dans notre relation à la table. Ben moi, je vote pour ça.
ça met les questions entre l'empirisme et le rationalisme. Puis ça, c'est un débat très, très aride, mais juteux en même temps. Il faut gratter un petit peu sur la plaie, puis là, ça s'ouvre après. Aride, mais juteux. C'est très Nicolas, ça. Comme une gale. Tu On dirait, moi, ça me fait penser à une bonne croquette de poulet. Aride et juteux. Mais donc, il y a des questions aussi sur la nature humaine, parce que là, ce bon sens-là, est-ce que c'est quelque chose qui est inné ou est-ce que c'est quelque chose qu'on peut développer, qu'on peut acquérir? Tu sais, si on dit il faut avoir le gros bon sens, avoir le gros bon sens, est-ce que c'est quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas? Est-ce que c'est un 0 ou un 1? Ou est-ce que c'est quelque chose qu'on peut avoir à différents degrés? Toutes ces questions-là ne sont pas directement répondues par juste c'est le gros bon sens. Fait que dans le fond, tu dis qu'il pourrait y avoir du petit bon sens puis du moyen bon sens. Exactement. Mais oui, est-ce qu'il y aurait des degrés de sens? Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait améliorer ou est-ce qu'on est juste né plus ou moins grand dans ce sens-là? C'est une switch ou c'est un gradateur, dans le fond? Voilà. Et là, il y a aussi toute la question on parlait du relativisme tantôt, les vérités perçues par les êtres humains varient à travers le temps, varient à travers les sociétés, varient à travers les âges. Donc, notre interaction avec ça, le gros bon sens d'il y a 1000 ans, est-ce que c'est le même gros bon sens qu'aujourd'hui? Mais si le gros bon sens permet d'accéder à la vérité, ça devrait être la même chose à tous les âges. Ce qu'on voit, c'est que justement, des choses qui nous paraissent horribles aujourd'hui étaient bien naturelles il y a quelques années. Tu sais, tous les mouvements sociaux qu'on voit de libération et des droits et libertés, aujourd'hui, on trouve des affaires. Regardez les manifestations pour le racisme systémique, on trouve que ça n'a pas de bon sens. Remonter juste il y a 200 ans, oubliez ça. Là. Il n'y a pas de manifestation comme ça. Donc, là, encore une fois, c'est le gros bon sens. Le gros bon sens, ça a le dos large. Et là, ça nous pose des questions. Ça pose aussi des questions éthiques, bien évidemment, parce que si le sens moral est acquis, il vient d'où? De toi? Et s'il est inné, il vient d'où? Est-ce que c'est un Dieu qui nous a donné un sens moral? Est-ce que c'est plutôt une interaction parce qu'on est des créatures sociales qui ont un certain sens? Mais si on est des créatures sociales... On a une forme d'instinct aussi. On a un instinct. Oui, c'est ça. Si cet instinct-là... de ne pas se crisser devant une auto. Voilà, si cet instinct-là vient simplement d'une interaction de sélection naturelle, ce n'est pas un mécanisme parfait, ça va être un mécanisme qui est juste adapté à certaines situations. Donc, il y a vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de questions sur la vérité morale. Et là, si on va dans le sens commun, pour ceux qui s'intéresseraient plus au sens commun, parce que c'est super intéressant. Il y en a pas. Il y en a aussi. Il y a de la phénoménologie, il y a de la philo de l'esprit. Là, on rentre dans les questions de la conscience. C'est quoi la conscience? D'où est-ce qu'elle vient? Comment est-ce qu'elle se forme? Ça, c'est des questions je vous préviens, on n'a pas de réponse définitive encore aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut même... Vous voyez, l'expérience consciente de ça, là, qu'est-ce qui permet à nous de trouver ça drôle, des sons de marde dans une toilette? Oui. C'est une expérience consciente, là. C'est le fait qu'on a conscience qu'on trouve ça drôle. Donc, cette conscience-là, comment est-ce qu'elle a émergé? Parce que je vous le dis, un oiseau qui chie sur quelqu'un, est-ce qu'il trouve ça drôle? T'as entendu ta blonde chier? C'est drôle. Mais c'est oui. drôle, hein? OK. Si vous étiez un oiseau puis vous chiez sur quelqu'un, c'est drôle. Mais est-ce qu'il trouve ça drôle? Est-ce qu'il a conscience de l'hilarité de ça? En tout cas, ça pose toutes sortes de questions. Puis là, Joël Martel avait amené un débat semblable dans un statut cette semaine. Il avait dit, est-ce qu'il y a des oiseaux qui sont vraiment pas bons pour faire des nids, puis les autres oiseaux rient d'eux? On sait que les corbeaux rient. Ça, déjà, on sait qu'ils mais ils rient dans arrivent à imiter leur autres corbeaux. Ils font un bruit qui s'apparente au rire. Non. C'est vraiment un comportement qu'on peut voir vraiment comme les corbeaux, souvent, ils vont traîner un autre corbeau qui est un peu plus attardé que les autres. Un corbeau qui a un problème. Il y a un problème, mettons, il y a de la misère à voler, il y a de la misère à se nourrir. Ils vont l'aider, ils vont le nourrir. Oui. Puis souvent, quand ils ont du temps libre, ils vont l'imiter. Donc, ils vont faire comme s'ils boitaient comme lui, mais ils traînent avec eux quand même. Donc, on ne sait pas exactement pourquoi est-ce qu'ils font ça. On se dit peut-être que c'est un bon mécanique de survie parce que si un prédateur arrive, ils savent que c'est lui qui va se faire pogner. Fait que dans le fond, si tu croises une gang de corbeaux qui ont l'air un peu tata puis un petit corbeau qui pleure, on sait exactement ce qui est en train de se passer. Le corbeau tata, lui, est-ce qu'il sait qu'il est le corbeau tata? Voilà, c'est ça aussi, ça pose des problèmes de la conscience. Puis comment est-ce qu'on fait pour étudier la conscience avec sa conscience? Tu sais, là, on est dans un problème là, de mise en abîme. Là. C'est-à-dire que l'outil qu'on utilise pour étudier le phénomène qu'on étudie, c'est la chose qu'on essaie d'étudier. Donc là, on est pris dans un jeu de miroir. Donc, je pourrais continuer encore sur tous les problèmes qu'il y a par rapport à ça. Tu penses que c'est pour ça que le gars qui jouait The Crow s'est gonné?
Mais c'est pas gagné, là. C'était la malédiction des lits. Non, mais c'est pas gagné, c'est un accident. C'est ça. Ben, Ouais, un accident mais quand vraiment même, louche, là, avec une balle dans un Mais c'est la même chose que ce gars. prop gun. Ça, Julien, c'est l'évidence, mais est-ce que c'est la vérité? Ouais, selon les enquêtes, oui. Là. Puis, Mais c'est ça, en plus, ce qui est maintenant, c'est qu'en anglais, evidence, c'est plus un indice, alors qu'en français, évidence, c'est quelque chose qui saute aux yeux. Évidence, c'est pas un indice. On s'en vient vraiment comme sequel avec le soundboard. Ben, j'essaie de m'amuser là, dans tout ça. Mais oui, mais regarde, je vais m'en arrêter là de toute façon. Donc, dans Charles Beauchamp. Pour vous rappeler les choix, là. Oui. Première catégorie, le bon sens. À l'intérieur du bon sens, il y a 2 choix. Le bon sens en termes de jugement, le bon sens en termes de savoir. Dans l'autre, on a le sens commun. Dans le sens commun, on a la capacité passive, la capacité active. Vous choisissez. Si vous ne choisissez pas, moi, je m'en fous. Je vais y aller avec ce que on va pouvoir faire un sondage sur la page? Oui, ben, je pensais poster un sondage, puis tu sais, avec, je pense qu'il y a 4 emojis sur Facebook. Il y en a plus que ça. Genre 6. Il y en a 6. Regarde, je vais faire un petit, tu sais, choisissez le petit bonhomme fâché pour tel, blablabla. J'aimerais ça que tu mettes comme une image qui correspond, exemple, au sens commun. Tu trouves des images avec l'emoji, puis là, on vote, mais pour avoir un support visuel. Oui. Merci beaucoup, Nicolas. C'est toi le corbeau qu'on traîne pour rire de lui. Voilà, on va continuer. Juste Maxime, rapidement. Est-ce qu'on a des questions, commentaires? Ouf, OK. Je viens de regarder ça, Julien, justement. En fait, il y a beaucoup de gens, ça arrive souvent dans les chroniques Annick, il y a beaucoup de gens qui parlent de d'autres choses. On dirait qu'ils veulent faire passer le moment. Il y a Guillaume Gilbert qui demande où est la limite du libre arbitre? Ça n'a pas rapport avec ce qu'on parlait. Là. Ben, je pense que ça avait rapport par rapport à la conscience, c'est sûr qu'il y aurait quelque chose là. Ah non, mais on ne partira pas là-dessus. C'est une bonne question, mais on... Ensuite, il y a beaucoup de gens qui veulent entendre Nicolas parler de la sexualité des éponges de mer. Ouais. Ben, écoutez, je vais le mettre sur la liste. Ouais. C'est vrai. Paul Peut-être Brunet. juste, c'est quand même un mystère plus profond qu'on le pense, la sexualisation dans l'évolution par sélection naturelle. Il y a un beau trou là. Ben, t'es un beau trou là. On va continuer avec Mathieu Niquette. OK. Oui. OK. Oh, ouais. J'y vais. La chronique, c'est la chronique à Niquette. Yes, sir, la gang! C'est moi, Mathieu Niquette. Très content d'être avec vous aujourd'hui. Beaucoup de plaisir en vue. Très content. C'est Marc Gervais. Pendant que je le faisais, je me suis rendu compte que c'était Marc Gervais. Les femmes, vous cherchez un homme qui vous fait une petite béchamel, qui marche et qui vous danse sans vous marcher sur les pieds. Ben, mesdames, ces gars-là, ils ont des chums déjà. Mais c'est pas de Marc Gervais dont je veux vous parler aujourd'hui. C'est encore une fois Joël Martel qui est toujours à l'affût. M'a donné des nouvelles de la chronique que j'ai faite la semaine dernière sur notre ami JP, le hippie, le hippie qui nous a fait danser la semaine dernière un peu, qui nous a fait la danse là, du confinement pour nous dégourdir un peu. Puis je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ça commençait à chirer avec sa dernière vidéo. Il semblait lentement se diriger vers le conspirationnisme tranquillement. Rapidement, sa dernière vidéo dont je vous ai parlé, c'est la vidéo Réveillez-vous. Où est-ce qu'il dit essentiellement aux gens là, qu'ils commencent à comprendre là, que peut-être que le confinement, c'est arrangé, c'est organisé, tout ça. Fait qu'on le sentait juste sur le bord de glisser, de franchir une ligne. Puis comme prévu, comme prévu, il a poursuivi sa descente dans l'enfer de la conspiration. Comme je vous disais, c'est Joël Martel, merci beaucoup, qui m'a mis la puce à l'oreille. Mais il faut pardonner quand même à JP parce que c'est quand même quelques likes et des commentaires faciles. Hein? Ben, justement, pour les raisons que Nicolas peut-être a parlé plus tôt. Tu sais, quand tu dis des choses un peu vides, mais tu fais des appels à l'autorité comme le gros bon sens ou des trucs de même, c'est sûr que tu vas réussir à aller chercher une couple de personnes par définition. De base, tu vas avoir des supporters. Fait que je pense qu'il était un peu grisé par le succès de sa vidéo « Réveillez-vous » et les commentaires qu'il y avait en dessous. Fait que c'est pour ça que je pense qu'il faut lui pardonner sa petite dérape momentanée, on l'espère. Il n'en tient pas rigueur. Exact.
Non, pas du tout, pas du tout. Hey, en contre-torche, vraiment. Un peu, mais pas assez pour pas en parler. Parce qu'il a fait une vidéo qui s'appelle Arc-en-ciel, cette fois. Il avait dit à la fin de sa dernière vidéo qu'il allait parler de l'arc-en-ciel. Ben, c'est un gars qui remplit ses promesses. Donc, la vidéo Arc-en-ciel qui offre, ma foi, une belle réflexion, plutôt créative, en fait, sur le fameux arc-en-ciel, ça va bien aller, dont on entend parler souvent. Et non seulement il remplit ses promesses, mais il upgrade un peu sa game avec des accessoires dans sa vidéo, puis des marionnettes. Je sais que les Picbois, des fois, pataugent avec le monde de la marionnette. Particulièrement une, là. Comment? Il y a Sinus Goodyear, bien sûr. Ben, Sinus Goodyear, il y avait les colocs de Sinus Goodyear aussi. Oui, les caporales, tire-bouchon et crotte de nez. Exact. Puis il y a eu... À Canal Pruneau, à travers l'époque, il y a dû avoir pas loin d'une dizaine de petites marionnettes là, construites. Granus Anculus en fait partie. C'est vrai. En fouillant un peu, on peut trouver. Il est rendu où, lui? Il est un gros dragon. Il est jeté? Ben, j'ai pas gardé, là. Il était immense, là. Il était haut comme mon plafond, là. Il aurait dû avoir une vente aux enchères. Je veux juste le rappeler, c'est un très gros dragon que Maxime avait fait, puis c'était le seul qui coupait le pénis. J'avoue que dans un encan, vous auriez pu faire une belle passe de qui faisait des trucs à Célestin. Oui. Ouais, c'est ça. En fait, il avait kidnappé la princesse Tétina du royaume de Cyprine, puis Célestin, le chasseur de dragons, la libérait. Ouais, c'est ça. En lui coupant le pénis. Et Primo s'était fait mordre le pénis par un serpent, fait qu'il fallait qu'il suce le... Oui, ça brassait ce show-là. Là. C'est un bon show. Donc, pour revenir à JP, il a lui aussi décidé de patauger dans l'univers de la marionnette, parce que c'est un bon support visuel, puis ça aide à faire passer un message. Alors, je vais vous partager mon écran comme ça. Je suis sûr que c'est bien placé. Si ceux qui ont suivi un peu la saga de JP, vous savez qu'il s'auto-cite souvent. Souvent, il va dire ses propres paroles de chansons pour prouver son point. Et là, il y a une belle métaphore, puis c'est suivi d'une question. Puis écoutez bien, les gars, parce que on va essayer de répondre à cette question-là ensemble. Fait que, on écoute ça. Je dis souvent que la plupart des gens disent pile ou face. Moi, je dis qu'il y a toujours un troisième côté qui est la tranche. Je me situe souvent du côté de la tranche. Je vais vous conter pourquoi, dès le départ, ça m'a interpellé. Un petit avion. Lorsque quelque chose fait l'unanimité, il y a toujours une raison profonde. Tout le monde se sont mis d'accord dès le début pour dire merveilleux l'arc-en-ciel. Super, on va s'en sortir. Mais quand on y regarde, l'arc-en-ciel, ça vous fait penser à quoi? Oh! Le pot d'or. Le pot d'or pour Julien. Max, ça te fait penser à quoi, l'arc-en-ciel? Moi, aujourd'hui, je pense juste à la vidéo du double arc-en-ciel. Ah, Double Rainbow. Quand je pense à un arc-en-ciel, je pense toujours juste à ça. Cool. Toi, Nicolas, l'arc-en-ciel, ça te fait penser à quoi? Un faisceau lumineux. C'était plate. Très... Mais vous avez tout faux parce que c'est pas une question d'interprétation. Il y a une vraie réponse à cette question-là. Et je vous la fais, je la fais écouter comme ça, puis je suis déçu que personne ne l'ait trouvé parce que ça me semble être une évidence, Nicolas. Les Kalinours, à la limite. L'arc-en-ciel, ça nous fait penser au Magicien d'Oz. Over the Rainbow, la fameuse chanson chantée par Dorothée dans le film de 1939, créé par M. Fleming. Comment? Bon, fait que je suis déçu de vous autres. Personne n'a réussi à trouver la bonne réponse. Pourtant, c'est une évidence, c'est le gros bon sens. Hein, exactement, c'est le gros bon sens. Fait que là, après avoir dit... à The Rainbow Connection, en fait. Oh! Moi, j'avoue que j'étais plus comme toi, Julien. Mon premier réflexe, c'est de penser au pot d'or puis au Leprechaun, là. Fait que c'est plus ça, moi, que ça me fait penser. Mais bon, selon JP, c'est pas à ça qu'on devrait penser. Puis là, sur cette base ultra solide, JP, il base toutes les prochaines 4 minutes de sa vidéo autour du fait que l'arc-en-ciel, c'est automatiquement le symbole du magicien d'Oz. Là, après ça, il passe quelques minutes à expliquer c'est quoi le magicien d'Oz, en gros. Et il précise que c'est un conte pour enfants. C'est important de préciser que c'est un conte pour enfants. Ensuite, il va avec la théorie. Sa théorie, c'est ça. Je vais vous conter pourquoi l'arc-en-ciel me dérangeait dès le départ. Quand elle va
au-delà de l'arc-en-ciel over the rainbow, qu'est-ce qu'elle rencontre? Elle rencontre un épouvantail, un homme de tôle et un lion. Un lion? Quelles caractéristiques ont ces personnages-là? Le lion n'a pas de courage, l'homme de tôle n'a pas de cœur, puis l'épouvantail n'a pas de cervelle. Je viens de nommer en 3 personnages ce que ceux qui gouvernent pensent de nous autres. Des gens sans cervelle, ceux qui sont à leur service n'ont pas de cœur, puis comme on n'a pas de courage, il ne va rien se passer. Déjà là, c'est supposé nous interpeller. Est-ce que vous êtes interpellés, les gars? Ben, quand même. C'est pas un parallèle inintéressant, mais c'est juste que c'est clairement pas là. Ce serait quoi le courage qui fait... C'est pour ça la réflexion qu'ils ont eue. Attendez, les gars, ça va plus loin, cette théorie-là. Qu'est-ce qu'on demande à Dorothée? On demande à Dorothée de suivre le chemin de Pierre, les briques jaunes. Briques jaunes, ça vous fait pas penser à l'or. Donc, on lui demande de suivre le chemin de l'argent qui va l'amener vers ces personnages. OK. Fait que là, si on suit, on va faire un petit résumé parce que c'est dur à suivre des fois. Le magicien d'Oz, l'arc-en-ciel est supposé nous faire penser au magicien d'Oz, qui est supposé nous faire penser aux 3 personnages qui ont des caractéristiques peu enviables, et le personnage principal qui suit la route de l'argent. Donc, on se rapproche de plus en plus de l'autorité quand on parle de l'argent. Là, après ça, il explique, je vais vous épargner ça, mais il explique que le personnage du magicien d'Oz, lui, il représente l'autorité parce que c'est un fumiste qui met les personnages en danger en échange de rien du tout. Il va lui demander d'aller chercher le balai de la sorcière, mais il n'y a rien à offrir parce que c'est juste une image et c'est juste un fumiste. Puis après ça, il donne un diplôme à l'épouvantail, il donne un cœur à l'homme de tôle, puis une médaille de courage au lion. Mais là, ça, c'est tous des symboles. Ça veut rien dire au fond. C'est juste de la poudre aux yeux qui donne. Parce que c'est pas avec un diplôme que tu deviens intelligent. Tu sais, tu deviens intelligent, puis après, tu obtiens ton diplôme. Fait que le fait de donner un symbole comme ça, c'est juste des mensonges pour nous donner une fausse impression qu'on a quelque chose qui nous revient de la part du gouvernement. Mais non, c'est que c'était déjà en eux puis qu'ils ne le savaient pas. Oui, non, mais pas selon la métaphore de JP. C'est ça l'affaire. Ça, selon lui, là, tout ça, notre subconscient, quand on écoute, quand on voit l'arc-en-ciel, quand on pense au magicien d'Oz, ben c'est automatiquement là que notre subconscient va. Il sait qu'on est manipulé, puis il nous incite à être manipulé. Il y a aussi le personnage de la sorcière dans le magicien d'Oz, qui, elle veut les souliers de Dorothée. Puis ça aussi, ben, ça représente l'autorité qui veut nous voler tout ce qu'on a de précieux. Parce que la seule chose que Dorothée a de vraiment précieux, c'est ses souliers en rubis qui lui permettent de retourner chez eux. Fait que là, je ne sais pas si vous comprenez le pattern qui commence à se dessiner. C'est-à-dire que dans n'importe quelle œuvre, je pense que ça s'applique pour le magicien d'Oz, mais pour n'importe quelle autre œuvre, tout ce qui est un peu négatif, il y a moyen de le transformer en métaphore autour de l'autorité. Mais oui. C'est ça le truc. Fait que là, tu prends n'importe quel conte, tu prends quelque chose de négatif, puis tu dis que c'est à cause de l'autorité. Fait que là, après ce long voyage-là, on a besoin d'un petit récapitulatif puis une petite conclusion qui offre des réponses. Parce que là, on a beaucoup de questions, mais pas beaucoup de réponses, qui offre donc une réponse limpide, claire et surtout, encore une fois, d'une logique implacable. On va écouter ça un peu plus loin vers la fin de la vidéo. On y va. Donc, le conte du magicien d'Oz, voilà pourquoi l'arc-en-ciel m'a toujours dérangé. Qu'est-ce qu'on trouve au-delà de l'arc-en-ciel? On trouve ces personnages-là qui représentent un petit peu trop la société d'aujourd'hui. Puis pour terminer, je vais ajouter une seule chose. Qui découvre le poteau rose? Qui permet de trouver la réalité du magicien d'Oz? C'est son chien Toto. Toto qui tire sur le rideau puis qui dévoile le poteau rose. Donc tout ça pour nous dire qu'on doit garder une conscience qui aboie pour être capable de démasquer ce qu'on veut nous faire passer. Fait que là, ça m'a rendu un peu confus parce que je suis plus trop sûr de comprendre l'intérêt. Est-ce que le subconscient veut nous faire amener vers le chemin de la perdition? Mais si oui, pourquoi d'abord dans leur subconscient? En plus, il nous inclut le chien qui est comme la solution puis qui nous indique d'aboyer encore plus. Fait que je comprends. Le chien, c'est comme le bon sens, justement. Là. Non, exact. Je pense que la société t'amène vers le chemin d'or pour des mauvaises raisons, mais le chien qui est la pureté, lui, te ramène au bon endroit.
Oui, mais lui, il affirme que le magicien d'Oz, c'est un produit comme un peu dangereux que le gouvernement sert pour nous contrôler. Mais ils ne peuvent pas se servir de ça si dans leur propre message, il y a un symbole dans notre subconscient qui va nous dire de rester vigilant. Parce qu'au bout du compte, ce qui ressort de l'histoire, c'est d'être vigilant. Donc, la morale de l'histoire est bonne, selon sa propre interprétation. Si on met les arcs-en-ciel et que les arcs-en-ciel lui rappellent d'être vigilant, ben, c'est une bonne chose. C'est ça que je comprends pas, parce que jusque-là, on va se le dire, là, c'était d'une logique implacable. Là. Mais là, on dirait que je ne sais plus trop pourquoi lui-même il voit ça comme quelque chose de négatif. Puis je soupçonne que c'est son seul bout ad lib. C'est le seul bout qu'il n'a pas l'air d'avoir vraiment préparé avant. Fait que je pense que malgré lui, le gros bon sens, comme vient le rattraper dans sa théorie, c'est ça que je trouve intéressant. Mais puis pour ceux qui ne sont pas encore certains que le bon JP, il est bel et bien pris dans l'engrenage du conspirationnisme, écoutez-le bien, il utilise, à partir de là, dans la vidéo, il utilise en rafale toutes les taglines des conspirationnistes back-to-back. C'est ça. Make America Great. Donc c'était « Je dis pas que j'ai raison ». Je dis pas que j'ai raison. Ça se dédouane de devoir, de devoir expliquer quoi que ce soit. Garder l'esprit ouvert. Il dit « Exact. Allez faire vos recherches. » Allez faire vos recherches. On l'a, celle-là. Cette phrase-là, on l'a brûlée. Là. On l'a aussi, celle-là. Trouvez vos réponses. Trouvez vos réponses. Pas les réponses. Trouvez vos réponses. Puis allez des deux côtés. Pas juste d'un côté qui fait votre affaire. Ça aller des deux côtés, ça veut dire que ça sous-entend moi, je suis allé des deux côtés. Et voici ma conclusion. Fait que ça, c'est malade. Je le sais. Vous allez trouver la vérité. Moi, je vous ai donné ce que moi, j'en pensais. Vous en faites ce que vous voulez. Je vous dis pas que j'ai raison. C'est une façon de voir les choses. N'oubliez pas, pile face, mais n'oubliez jamais la tranche. Merci. Et là, on pense que ça tombe jamais sur la tranche. On pense un peu que c'est fini, mais non. Il s'est dit qu'il ne pouvait pas nous laisser avec un dernier petit lien un peu weird. Les bloopers. Puis, ironie du sort, aujourd'hui, on est le 18 juin, c'est-à-dire l'appel de Gaulle. Quand la France, tout le monde pensait qu'elle était perdue, Pétain s'était livré. De Gaulle a dit « Continuez à vous tenir debout, soyez fiers. » Et c'est ce que je vous dis aujourd'hui. Continuez à rester debout, à être fiers. C'est comme ça que vraiment on va s'en sortir et non par un arc-en-ciel. Et voilà. C'était quoi, excuse-moi, Niquette? One man, one jar, ton onglet? Hein? Non, il n'y a rien. OK. Hein? Ben, merci beaucoup, Mathieu. Écoute, ça me fait plaisir. Je n'ai jamais utilisé mon jugement de ma vie, puis regarde-moi. Voilà. Ça va être intéressant, je vais continuer à le suivre, le bon JP. Ben oui, tiens-nous au courant. Ben oui. Tu le feras pour nous. On va terminer l'émission avec Maxime. Comment il va, Maxime? Ça va bien. C'est la chronique à Maxos. OK. Alors, je veux vous parler. J'ai deux onglets, si on veut, à ma chronique. La première, Julien, je t'en ai parlé l'autre soir quand on est allé chez Israël. C'est que moi, j'ai commencé dans le confinement. Là, je prends des marches, puis j'ai commencé à... Chaque fois que je prends une marche, je mets un nouvel album que j'ai jamais écouté ou que j'ai pas écouté avec l'attention qu'il mérite. Puis je prends une marche en écoutant ça, puis je découvre full d'affaires. Puis il y a peut-être 2 ou 3 semaines, j'étais allé prendre ma marche en écoutant Punk and Drublic de NoFX, que j'ai jamais écouté quand j'étais ado. C'est pas ça que j'écoutais, cette espèce de punk rock très 90s. J'ai jamais tant plongé dedans. Puis là, je prends ma marche, j'écoute ça, puis là, je fais comme... Hey, c'est bon en tabarnak. Puis on dirait que j'ai compris. Puis là, ça fait genre 3 semaines que j'écoute full de NoFX. Puis Israël m'a envoyé comme son top 3 d'albums cultes classiques de punk 90s. Fait que je suis bien gros là-dedans. Et il y a 2 jours, en faisant une espèce de recherche sur YouTube, NoFX, je voulais voir des shows live, tu sais. Puis là, je suis tombé sur, je sais pas, vous vous souviendrez peut-être de l'émission qui passait à Musique Plus qui s'appelait Backstage Passport. Ouais. Qui était, en gros, moi, à l'époque, je ne l'avais pas écouté parce que ce genre de télé-réalité-là, tu sais, on dirait que j'avais en tête Tommy Lee Goes to School ou les Hogan puis les Osborne. Ça me parlait vraiment pas. Mais là, j'ai fait une petite recherche, puis en gros, cette émission-là, ben, c'est que NoFX, il était comme tanné de faire des tournées aux États-Unis, tu sais, dans la sécurité, puis dans le monde occidental, que tout est bien placé. Il ne reconnaissait pas comme
leur goût du risque, si on veut. Fait qu'ils ont dit, bon, on va faire une tournée mondiale, puis on va juste aller dans des pays puis des villes où personne ne veut aller jouer, des trucs hyper sketch, puis tu sais qu'on est sûr que ça va mal virer. Puis ils ont décidé de filmer ça. Ça se passe en 2008. Fait qu'ils font, je sais qu'ils ont fait comme l'Amérique du Sud, ils ont fait l'Asie, probablement, là je ne suis pas rendu là, mais probablement, j'imagine, le Moyen-Orient. Et en gros, ils ont filmé ça. Puis l'année d'après, en 2009, ben, ils ont vendu les droits de ces images-là à un channel qui s'appelle Fuse. Puis ils ont dit, ben, faites une émission avec ça. Fait que ce que ça fait, en gros, ben, c'est comme une télé-réalité, mais qui est une vraie télé-réalité. T'sais. Puis malgré le cadre qui est bien MTV, là, avec des bouts d'entrevue, puis de la musique, puis très rythmé, ça reste comme un produit qui est hyper raw, hyper vrai. Puis tu vois des trucs, puis j'ai eu beaucoup d'émotions en l'écoutant. J'ai écouté juste 5 épisodes, mais j'ai eu beaucoup d'émotions parce que ça me rappelle hyper gros nos tournées qu'on fait avec les Pic-Bois. T'sais. En gros, c'est eux autres, ils ont le band puis quelques techniciens. Puis tous les shows qui arrivent, il se passe de quoi? Il y a de quoi que tu fais comme, ben non, ils se font fourrer à la planche. Il y a comme la moitié des shows qui sont annulés. Puis, tu sais, un peu comme avec les Pic-Bois, tu sais, tes voix, ils arrivent d'une salle, puis quand ils parlent au promoteur, là, la personne avec qui ils ont organisé le show, dans les 2 premières secondes, tu catches que « Oh non, ça se passera pas bien. » Là. Maintenant, ils arrivent au Pérou, puis ils arrivent au Pérou, puis ils font, bon, ben, la personne ici en charge de nous autres, c'est Yolanda. Puis là, Yolanda, ta voix arriver, puis ta voix juste arriver, puis tu fais, oh mon Dieu, que ça se passera pas bien. Elle les amène au lieu du show, puis c'est juste un champ vide. Puis là, t'as un des techniciens qui fait, ouais, puis l'électricité est où là-dedans? Puis là, ils se rendent compte qu'il n'y a pas d'électricité. Ils se rendent compte que Yolanda en question, elle n'a jamais payé les permis pour faire un show à cet endroit-là. Fait que la police débarque. Eux autres sont comme prisonniers du site ou du non-site où le spectacle doit avoir lieu. Faut qu'ils se sauvent de la police. Le show n'a jamais lieu. Fait que les kids qui ont acheté des billets, ils se font rentrer dedans par la police. Chaque épisode, il se passe de quoi du genre? Là? Il y a un épisode qui se passe à Singapour. Puis quand ils reçoivent leur visa, c'est écrit dessus « Toute détention de drogue sera punie par la peine de mort ». Puis là, on parle d'un band que, tu sais, sont tous ou à peu près drug addicts, tu sais, mais leur mode de vie implique ça. Tu sais, avant de rentrer sur scène, je prends telle pilule. Pour m'endormir, je prends telle pilule. Après le show, je prends telle pilule. Je me réveille avec telle pilule. Puis là, ils n'ont pas le droit d'en avoir aucune. Fait que genre, ils finissent par trouver une drogue comme locale qui s'appelle le Green Dragon, qui est une espèce de poudre verte. Puis là, ils sniffent ça. Puis ils se rendent compte après que c'est probablement de la chlorophylle sous forme de poudre. Puis écoute, le buzz, là, c'est eux autres dans leur chambre d'hôtel qui sont juste de même, comme, les yeux ronds, là, tu vois, ils sont d'un... Tu sais, je sais pas si ça correspond à quoi comme buzz, mais esti qui ont l'air d'être ailleurs complètement. Fait que, pour vrai, je le conseille vraiment, c'est hyper real, c'est très, très punk, c'est vraiment, tu sais, c'est dangereux, il y a comme une liberté. C'est tous des beaux moments. Ils arrivent, ils font un show en Chine, puis... ils font, c'est une esti de grosse salle en Chine, ils font leur show, puis là, t'as Fat Mike qui explique, il dit, on a comme compris que les Chinois, parce que NoFX, c'est le premier band punk américain à jouer en Chine. Il y a de quoi d'historique là-dedans, puis là, il dit, on a compris que les Chinois, ils ont pas les codes du punk. En fait, ils savent qu'est-ce qu'ils devraient faire dans un show punk, mais ils font comme du monde qui sont pas sûrs. Fait que là, ils expliquent que, tu sais, tout ça, c'est filmé, c'est ça qui est cool. Les Chinois, ils veulent faire du stage diving. Tu sais, ils comprennent qu'il faut que tu montes sur la scène puis que tu te pitches dans le public, mais ils le font juste entre les tunes parce qu'ils veulent pas déranger le band. Fait que là, comme ils finissent la toune finit, t'as comme 2-3 Chinois qui arrivent sur la scène, mais tu sais, ils sont très... ils savent pas qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent. Fait que là, ils montent sur la scène, là, il y a comme un malaise, puis là, ils s'en vont comme juste, tu sais, se déposer tranquillement sur le public. Fait que là, après 2-3 tonnes, t'as Fat Mike qui fait comme OK, là, il arrête, là il fait là, je veux pas vous manquer de respect, mais là, genre, ça marche pas, là. Le stage diving, tu fais ça pendant la toune, puis tu te crises dans le public, là, tu sais. Fait que là, pendant la toune, t'as comme un petit Chinois qui monte sur la scène, puis là, clairement, il comprend pas trop qu'est-ce qu'il fait là pendant une toune. Fait que t'as Fat Mike, genre, qui le pogne. Puis il te le calisse dans le public. Puis à la fin, comme tout le monde triple, il y a comme la machine embarquée, mais c'est tellement bon. Puis c'est tous des moments de même après moments de même. Là. C'est tout magique. Fait que je vous le conseille.
Moi, le souvenir que j'en garde de ça, c'était que j'avais, c'est un des shows en Amérique du Sud, là, si ma mémoire est bonne. Puis, tu sais, même sur le stage, il y a un danger. Genre, c'est pas genre avant le show, après le show, me faire voler des affaires. Pendant le show, je me souviens que les gars sont comme inquiets. Puis, il y a quelque chose qui se passe en coulisses avec le stage manager pendant que le show se passe. Puis, eux autres sont là, genre, faut-tu qu'on aille aider notre boss à côté? Ou ben, c'est quoi l'affaire? Tu sais, il y a pas. De mon souvenir, c'est ça, il n'y a pas comme un moment confortable totalement. Tu sais, même, tu te dis, bon, ben, 2-3 heures qui sont sur le stage, ils n'ont pas à penser à ça, mais ils ont l'air d'avoir à penser à ça. Hey, il y a un show qu'ils font, là, après ça, je vais passer à l'autre partie de ma chronique, mais il y a un show qu'ils font, je ne sais plus où, en Amérique du Sud, puis c'est une petite grosse salle, il y a le parterre, puis il y a un balcon. Ils commencent le show, puis là, maintenant, tu vois qu'ils sont comme distraits par de quoi, puis tu vois qu'au balcon, il y a du monde sans arrêt qui se pitch en bas. Mais tu sais, c'est haut, là. On parle d'un je sais pas, peut-être un 5 mètres de haut, là. Métropolis style? Ouais, mettons. Fait que non-stop, c'est du monde qui se pitch. Puis là, au début, ils sont pas sûrs que c'est ça qu'ils voient. Puis à un moment donné, tu vois qu'ils sont comme « Oh my God! » Fait que dans le fond, les gens au balcon, ils veulent vivre l'expérience au parterre. Fait que c'est juste du monde pendant tout le show qui se pitch en bas. Puis tu vois que les autres sont comme « Ben, tu sais, c'est cool, mais en même temps, man... » Faites attention, là, parce que ça a l'air dangereux. Mais c'est ça, partout où ils vont, là, esti que c'est bon. Puis c'est, contrairement à toutes les autres téléréalités, ça, c'est vrai. Tu le vois, là, que c'est pas scripté. Le band se chicane à tel moment. Là. Non, s'ils se chicanent, ils sont vraiment en tabarnak. Là, tu sais. Comment ça s'appelle exactement l'émission? C'est Backstage Passport. Il y a 2 saisons de ça. Ça se trouve sur YouTube, ça a l'air? C'est tout sur YouTube. Pour vrai, ça vaut la peine. Puis j'étais hyper nostalgique parce que, tu sais, on l'a vécu avec les Pic-Bois, là. Se ramasser à Amos. Puis là, il y a une tempête de neige. Fait qu'on peut pas retourner où on devait dormir. Puis après le show, on demande au monde, hey, on peut-tu dormir chez vous? C'est pas aussi hardcore, là, mais tu sais, cette espèce de tournée-là, broche à foin, là, on sait pas où on mange, on sait pas où on dort. Le show à Jonquière avec les gars qui étaient sur la pinotte puis qui venaient comme crosser nos micros pendant le spectacle. C'est le genre d'affaire que tu fais, man, autant que sur le coup, tu sais pas comment dealer avec, mais que ça devient comme tes plus beaux souvenirs de tournée, tu sais. Ah, faut les prendre. Maintenant, faut les surfer, là. Ouais. Ou tu sais, je m'en ai dit les filles, là, mais les gars puis les fans trop intenses d'après-show, là, que ils rentrent dans ta loge, puis ils touchent à tout, puis ils te font une clé de tête, puis t'es comme, voyons, tabarnak, lâche-moi, je suis pas du tout dans ce monde-là. Je vous le conseille. Israël a lu la biographie de NoFX aussi, dont le nom m'échappe, mais c'est le bain plein de diarrhée, je sais pas, un nom de même. Il a lu ça, puis c'est rough, là. C'est comme c'est sans compromis, là, fait que même, ça parle aussi des chicanes de band, c'est tout, là. Puis les overdoses, puis ça a l'air que c'est malade comme lecture, c'est le livre le plus punk. Puis Fat Mike aussi est marié avec une dominatrice, puis c'est un grand, il fait des shows avec une robe, tout ça, fait que c'est un grand adepte de fétiche, alors je le salue bien bas. Oui. Maxime. Oui. Alors, mon autre partie de chronique, c'est que j'ai vu passer cette semaine, il y a un documentaire sur Andrew WK qui est sorti, dont j'ai déjà parlé à l'émission, Andrew WK, avec le mystère de Steve Mike. On s'en souviendra. Fait qu'il y a un documentaire qui est sorti, une espèce de documentaire homemade, là, fait maison par Flavio De Feo. Ça dure 48 minutes. C'est super bon. Là. Tu couvres vraiment toute la carrière d'Andrew jusqu'à aujourd'hui. Et ça inclut l'épisode Steve Mike aussi. Ils en font mention. Il y a des super bons extraits d'entrevues où ils parlent de ça. Fait que vraiment, si le personnage vous intéresse, je vous le conseille. Après avoir écouté le documentaire, je suis allé prendre une autre de mes marches et je me suis dit, hey, je vais écouter un podcast avec Andrew WK. J'avais envie de l'entendre parler de party. Fait que je dis, je vais me trouver un podcast. Fait que j'écris Andrew WK Podcast, puis ça me sort un podcast de 2010. Et là, j'ai rédigé vraiment une chronique. Fait que je vais vous la lire. Et on va plonger dans une histoire qui est pas pire pantoute. Fait que là, imaginez-vous, moi qui est en train de marcher puis qui écoute ça. Alors, en 2010, Andrew WK était l'invité du podcasteur Jesse Thorne. Ils ont enregistré une entrevue par téléphone au sujet de la sortie de l'album Close Call with Brick Walls. J'en ai déjà parlé dans ma chronique sur le mystère de Steve Mike, mais cet album était déjà sorti depuis 4 ans en Asie, mais il n'était toujours pas disponible sur le marché occidental pour des raisons toujours nébuleuses. Toujours est-il que pendant l'entrevue, Andrew mentionne que sa vie a été complètement changée depuis un événement qui serait survenu autour de 2006 ou 2007.
Une expérience qui aurait été tellement définitive qu'il a maintenant la certitude que c'était le point de rencontre entre son passé et son avenir. Une histoire qu'il n'avait jamais racontée durant ces 3 ou 4 années, mais qu'il se sentait maintenant prêt à dévoiler. Alors Andrew se lance dans ce podcast-là dans une histoire où il dit que ça a changé sa vie, qu'il n'y a plus rien qui est pareil depuis cet événement-là. Andrew commence à raconter son histoire qui se déroule au Japon alors qu'il est en tournée pour son album The Wolf, qui est son 2e album. À un certain moment, il se rend avec des amis dans une boutique de Tokyo et ils se mettent à acheter plein d'affaires. L'attention d'Andrew est alors attirée par de la salvia qui était en vente dans cette boutique-là. Andrew se souvient que son ami Matt, un gars de New York, lui avait déjà parlé de son trip de salvia puis il disait que c'était le 2 minutes le plus intense de toute sa vie. Fait qu'Andrew achète la salvia puis il l'essaie. Il retourne à son hôtel puis il l'essaie, mais malheureusement, la salvia, elle a à peu près pas d'effet sur lui puis il comprend pas trop pourquoi son ami Matt, qui est à New York, il avait tant capoté que ça. Fait que bref, c'est pas très concluant, mais il met la salvia dans son sac puis il repart et il finit par revenir à New York. Donc, un soir, Andrew est à New York, il est à l'hôtel avec son ami Matt et Spencer. Andrew décide donc de redonner une chance à la salvia. Cette fois, il suit soigneusement les directives de Matt. Andrew s'allonge donc sur le lit pour être bien confortable. Matt lui indique donc de prendre une bonne dizaine de puffs, ce que je trouve vraiment intense. Là. Il dit prends une dizaine de puffs. Andrew s'exécute. Puis son ami Matt, il lui dit prends tes 10 puffs, puis quand tu sens que tu as un picotement dans tes pieds, ça veut dire que ça va bientôt kicker. Et à ce moment-là, tu prends comme une dernière et ultime puff. Donc, Andrew prend ses 10 puffs jusqu'au picotement, puis il inhale sa dernière bouffée. Pour le reste, là, j'ai écrit mon texte un peu comme si j'étais Andrew qui va vous le raconter. Je l'ai écrit au jeu, là, comme si j'étais Andrew. Je pense que ça va mieux rendre le buzz. Fait que c'est Andrew qui décrit ce qui s'est passé à partir de là. Fait qu'il est dans le lit, il prend 10 puffs. Quand il y a un picotement, il prend une esti de bonne toke, puis ça part. Alors, pendant que je me disais que le picotement dans mes pieds était désagréable, j'ai tendu le bras pour donner la pipe à Matt. C'est alors que je me suis senti envahi par une terrible sensation qui ne se traduirait que par les mots « Oh non ». J'ai alors compris que j'étais maintenant complètement paralysé. J'ai ensuite senti que mes sens m'abandonnaient les uns après les autres. En fait, j'ai senti que mes sens, tels que je les connaissais, m'abandonnaient pour laisser place à une nouvelle expérience sensorielle. La seule image que j'ai trouvée qui me rapproche de ce que je vivais, ce serait comme de sortir d'un long coma, de trouver une nouvelle conscience. J'ai perdu toutes les notions d'organisation spatiale que mes sens me permettaient. Couché dans le lit, je pourrais normalement organiser les informations comme la distance entre les objets selon mon point de vue, mais maintenant, tout ce que je voyais était un ensemble solide. Même l'espace entre les objets faisait partie d'un ensemble compact et solide. Il n'y avait plus de séparation entre les objets. Ils étaient fusionnés en un seul objet. L'espace entre mon pied et la télévision était aussi solide que l'espace entre mon pied et le reste de mon corps. À ce moment-là, je ne pouvais plus me rappeler de mon nom. Je me rappelais plus qui j'étais. Dans le plus profond de ma psyché, j'arrivais plus à me souvenir que j'ai été quoi que ce soit. Jamais. J'étais l'oubli total. Puis, tranquillement, très tranquillement, j'ai repris conscience de mon existence. J'ai repris conscience que j'étais un objet entouré d'autres objets, que j'étais un parmi plusieurs. J'ai vu mon ami Matt et j'ai repris conscience que j'étais quelque chose de semblable à lui. Puis, toujours en ne sachant plus qui j'étais, j'ai eu la certitude qu'en revenant, je pourrais être n'importe qui, n'importe où. Je voyais des milliards de couloirs qui pouvaient me mener dans l'existence d'autres personnes. Puis, j'ai vu toutes les décisions que j'ai prises dans ma vie et qui m'ont amené à être la personne que je suis aujourd'hui. J'ai repris conscience de ma personne, de mon ego, construit par mon expérience de vie. Toutes les décisions que j'ai prises et les événements sur lesquels j'avais aucun contrôle ont finalement amené à moi. Mon premier réflexe a été d'être déçu en voyant ce que j'étais, mais je savais que ma vie était changée. Je savais que mon passé m'avait conduit à cet éveil qui guiderait mon futur. Cette drogue m'a permis un moment de pure lucidité qui vibre sur mon passé et mon futur. Ces moments sont extrêmement rares dans une vie et en ce qui me concerne, cette expérience, ce que je peux en dire, c'est que c'était le fun.
Voilà. C'est le trip de salvia d'Andrew WK. C'est très proche des expériences que j'ai eues avec la salvia. C'est intéressant d'entendre. À chaque fois, les histoires, il y a toujours des résonances. Cette dissolution-là de l'ego, puis la perception du temps, de l'espace, du soi, c'est vraiment très similaire. Ouais. Oui, Parce que, oui. mettons, moi, je n'avais fait, puis le mur devant moi était devenu un banc de poissons, puis c'était à peu près ça. C'est parce que le threshold est excessivement variable avec la salvia pour chacun. Ouais. Certains, s'ils ne prennent pas de l'extrait, même en huile, en plus de fumer, n'atteindront jamais. Parce que le premier plateau de la salvia, c'est une expérience comme du pot. Le deuxième plateau, c'est similaire à prendre du LSD. Le troisième plateau, là, c'est là que ça commence à être la dissolution totale de l'ego dont parle Andrew. Puis le cinquième plateau, là, c'est carrément discussion avec des êtres. Mais ce qui est drôle, c'est que lui, il parle pas. Moi, tout ce que j'ai eu, puis plusieurs avaient eu la même chose aussi, c'était toujours de sentir une autre présence. Ah ouais? Oui. Puis cette autre présence-là, je ne sais pas si c'était la conscience réflexive ou quoi, mais tout le temps comme il y a quelque chose là avec nous. Tu sais. Mathieu et Julien, n'avez-vous déjà fait, vous autres? Ou? On est fait une fois avec Nicolas et Judith. T'en rappelles-tu, Nicolas? Oui, oui. Oui, mais ça n'a comme pas joué tant que ça, finalement. Moi, je l'ai fait 3 fois, puis il y a 2 fois que c'était très, très potent. C'était très... pour moi, ce qui est arrivé, c'est que c'était plus en 3D. Là. Je suis rendu en 2 dimensions. Comme tout se ramenait sur un même plan. Moi, j'étais couché sur un sofa, puis j'avais l'impression... Tu sais, la façon que j'étais couché sur le sofa, puis à ma droite, il y avait une télévision, puis à ma gauche, il y avait le dossier du sofa, tu sais. Sauf que quand je regardais à droite, je voyais tout au niveau du sol, comme la télé était comme au niveau du sol. Puis quand je regardais à gauche, bien, sûrement que dans la vraie vie, je devais me redresser et regarder par-dessus le dossier du sofa. Mais moi, dans ma tête, je restais couché puis je me retournais. C'est comme si tout était ramené sur un seul plan. Fait que j'étais capable de voir comme à 360 degrés autour de moi, même si normalement, il y avait des obstacles qui me bloquaient. Puis je me souviens que dans la télé, dans le temps, c'était le nouveau logo de RDS en 3 dimensions qui tournait de même. Puis moi, le logo, il s'était comme détaché de la télé puis il était rendu dans le salon en train de tourner autour de moi dans le salon. Mais ça dure vraiment pas longtemps. Comment dire, dans des espèces d'illusions optiques, mais on n'est pas dans des voyages comme... Non. J'ai jamais changé de place, mettons. J'étais toujours à la même place, mais tout était comme un peu fucked up. Puis le gros côté négatif à ça, pour moi, c'était que quand je sors de là, même si ça dure 30 secondes, je trempe à la vette comme si je sortais de la douche. Là. Mais littéralement, comme si je sortais de la douche, là, je dégoûte à terre. Là. Je pense que j'avais eu de ça, c'était une pilule que quelqu'un m'avait donnée. J'ai fait ça maintenant, 4 ans, 3 ans. Puis je suis là, maintenant, je voyais tous les réseaux sociaux, là, mais comme ils étaient, comme une toile. Là, je la voyais, la toile. La toile, puis là, je suis genre, ça m'écœurait, là. Ça m'écœurait, puis ça me faisait battre triper, là. Ah oui, un tel pense ça d'un tel, mais un tel pense ça d'un tel, puis moi, je pense ça de lui, mais lui, il pense ça de moi. Mais moi, je suis relié à lui, puis lui, il est relié à lui, puis là, je voyais tout ça. Je suis pas allé sur Facebook pendant 2 jours, puis là, tout d'un coup, Facebook, ça m'écœurait. C'est ça, c'est intéressant parce qu'il reste quelque chose après. Tu sais, j'avais eu quelque chose de similaire à ça, tu sais, de début de... agréable, mais cette réflexion-là est comme restée quand même. C'est ça. Tu sais, de voir, j'étais sur le lit, oui, mais le lit, tout à coup, est infini. Je vois les limites, mais ces limites-là sont quand même infinies. Puis, une autre fois, d'aller plus loin, c'était ça, d'être... Je découvre quelque chose, puis là, je sens que ça descend, puis c'est comme si je me faisais reprendre un peu de revenir dans cet ego-là. Puis là, tu fais non, attends, faut que je me rappelle. Mais tu sais, cette prise de conscience-là, ça fait juste du sens dans la conscience. C'est comme si tu faisais un genre de voyage astral, puis que là, tu revenais dans ton corps, dans ta personne. À chaque fois, la difficulté, c'est que c'est pas quelque chose qui se traduit dans des mots. Ouais. Tu sais, les mots sont utilisés pour faire sens de la réalité avec la conscience qu'on a en ce moment. Quand tu atteins une autre forme de quelque chose, ben là, les mots, ils ne rendent plus compte parce que les mots, ça les met dans des boîtes super précises. Donc, c'est cette frustration-là de revenir puis faire « Ah non, dès que je vais les articuler, ça ne va pas rendre compte de ce que j'ai fait l'expérience de. » Ouais. C'est drôle. J'ai parlé à Jake Dion, puis il m'a raconté, lui, une fois, je ne sais pas si c'était de la salvia ou autre chose, mais en gros, il me disait qu'il était couché puis qu'il a vu une main géante.
Puis là, tu sais, pour lui, c'était la main d'une divinité là, ou de Bouddha. Mais il y a une main géante. Il dit « Une main grosse comme la terre. » La main, elle s'en venait, puis elle l'a traversée. Puis quand la main l'a traversée, il a senti que la main, elle lui disait hey, « Ça va bien, tu prends des bonnes décisions. » Fait que il sort de son trip, il explique ça au gars qui était avec lui, puis son ami, il dit « Ouais, ben c'est parce que t'as levé ta main, puis tu l'as approché de toi. » Hein? Mais, bon, peut-être se laisser là-dessus. Attends, en terminant, juste si ça vous intéresse, ce genre de discussion-là, puis ce genre de test-là, c'est drôle parce que cette semaine, je suis tombé sur le channel YouTube Psyched Substance, où est-ce que c'est un gars qui est un ancien addict, là, il était addict, il y a une vidéo justement, il fait le top 5 des drogues auxquelles il a été addict, là, mais là-dedans, on compte le tabac puis la cigarette puis le café, mettons, là, mais tu sais, il est quand même allé beaucoup plus loin que ça. Mais c'est super intéressant. C'est un gars qui teste des drogues comme ça, mais tu sais, c'est pas n'importe quoi. Là, il commande ça sur Internet, il a son petit kit de test pour être sûr que ce qu'il y a, c'est la bonne chose. C'est très scientifique comme approche. Puis le gars décrit ça de façon très logique. Puis très calme, puis dans le fond, il prend des drogues, comme moi j'ai écouté, il essaie une espèce de dérivé des bath salts. Après ça, il essaie du DMT, du mosh. Il fait des Q&A sur le mosh, des trucs comme ça. Puis tu sais, ça a l'air très léger, inutile, puis juste épais, mais c'est vraiment, vraiment quelque chose d'instructif, de scientifique. Tu sais, il parle beaucoup évidemment du lien avec l'addiction, de ce que ça apporte de bon, de ce que ça apporte de mauvais, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça pourrait aider à faire. Tu sais, je pense qu'il y a encore beaucoup de tabous autour des drogues, puis je pense qu'il y en a trop. Tu sais, s'il y a de quoi, on commence à découvrir là, que le moche, ça pourrait être la meilleure chose pour traiter les problèmes de dépression chronique, ces trucs-là. On commence à peine, les recherches vont pas aussi loin qu'elles pourraient aller parce que la drogue, ça fait peur, même si, bon, on consomme du café puis de l'alcool à qui mieux. Puis surtout quand on connaît l'histoire de la guerre contre la drogue. Là, exact. On le sait, c'est pas un mystère. Là. Écoute, Mathieu partage ce lien-là sur la page. C'est intéressant. Alors voilà, merci beaucoup! Merci Mathieu, merci Nicolas. On se voit la semaine prochaine, on garde le moral. Ils sont encore en confinement. En septembre, on devrait retourner à Choc, là, mais on verra bien. OK, bye! Bye bye! Salut les amis! Les guns! Balado.